pas si vous vous souvenez, dans les derniers faves, les faves d'automne, je vous avais présenté Lettre perdue de Jim Bishop, que j'avais adoré. Eh bien, j'ai pu voir l'auteur en dédicace à Lyon. Et j'ai donc une très jolie dédicace, un beau dessin du personnage de Frangine
incompréhension de cette maladie, de cette ombre qui plane sur leur famille et menace de tout engloutir. Une écriture splendide pour une histoire bouleversante, celle d'un frère et d'une sœur unis par un lien indéfectible, d'un couple atypique marqué par un deuil impossible, d'une maladie pestilentielle qui se propage, mais surtout tendre portrait d'un petit garçon qui inspira à son père, William Shakespeare, sa pièce la plus célèbre. Il s'agit donc d'un roman inspiré du fils de Shakespeare qui s'appelait Hamlet. On y suit donc principalement leur mère Agnès et ses enfants, donc les jumeaux Hamlet et Judith, et il y a une autre fille également. Shakespeare n'est pas du tout un personnage principal dans ce livre, d'ailleurs il n'y a pas besoin de le connaître pour lire ce roman. Il est vraiment au second plan, un personnage un peu mystérieux et fermé. L'autrice va beaucoup plus rentrer en profondeur dans la psychologie de la mère, qui est ce personnage un petit peu ésotérique, qui guérit avec les plantes, qui a une sorte un peu d'instinct surdéveloppé pour l'avenir, voir l'avenir. Et évidemment, la maladie dont parle le résumé, il s'agit de la peste noire, qui était à cette époque-là toujours très mortelle et qui se propageait beaucoup en Europe. C'est très beau à lire, vraiment, et même si ça parle d'un sujet difficile, la maladie, la mort d'un enfant, c'est pas un spoil, on le sait dès le début. C'est très beau, c'est pas plombant comme lecture. J'ai beaucoup aimé, c'était une découverte inattendue mais que je conseille beaucoup. Voilà donc pour Hamlet. Ensuite, bon là pour le coup c'est vraiment une lecture qui plombe le moral, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Il s'agit de Charlotte de David Fuenginos, que je voulais lire depuis longtemps. Et j'y en avais pas mal parlé aussi dans peu de quoi. Et quand j'ai été fêter Noël dans la famille d'Antoine, ils m'ont donné pas mal de livres de David Fuenginos, dont Charlotte, que j'ai pu lire. Je te lis le résumé comme à chaque fois. Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à 26 ans alors qu'elle était enceinte. Ça commence bien. Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie familiale, Charlotte est exclue progressivement par les nazis de toutes les sphères de la société allemande. Elle vit une passion amoureuse fondatrice avant de devoir tout quitter pour se réfugier en France. Exilée, elle entreprend la composition d'une œuvre picturale autobiographique d'une modernité fascinante. Se sachant en danger, elle confie ses dessins à son médecin en lui disant « C'est toute ma vie ». Portrait saisissant d'une femme exceptionnelle, évocation d'un destin tragique, Charlotte est aussi le récit d'une quête, celle d'un écrivain hanté par une artiste et qui part à sa recherche. C'est donc une histoire vraie, un très beau livre sur Charlotte Salomon, une artiste qui a fasciné beaucoup de personnes. Elle était décrite par son entourage comme un génie. Elle a découvert la peinture assez tard, en particulier au vu de sa courte vie. Dès très jeune, elle connaît énormément de tragédies dans sa famille. C'est un peu une famille maudite. Et malheureusement, en tant que femme juive en Europe, qui connaîtra la Seconde Guerre mondiale, son destin ne sera pas très joyeux. C'est un livre qui est intégralement écrit en vers, ce qui peut perturber au début, mais c'est très fluide à lire. Ce sont des jolies tournures, mais on n'est pas non plus sur de la poésie. L'auteur s'est justifié d'ailleurs dans le livre d'avoir choisi ce style en disant qu'il avait besoin d'écrire en vers pour apporter du souffle, un rythme, des pauses à une histoire qui est très très dure. Et effectivement c'est peut-être un style d'écriture qui a apporté un petit peu de légèreté dans cette lecture, peut-être que c'était nécessaire. C'était donc évidemment une lecture difficile, touchante, mais très belle. On voit que la peinture
son œuvre Vie ou Théâtre, mais il coûte 100 €, donc malheureusement je vais essayer de trouver une autre édition, peut-être, on verra. Je le recommande beaucoup, mais préparez-vous à être détruit mentalement du début à la fin. Concrètement, il n'y a pas de pause. Et gros trigger warning aussi sur plein de sujets, notamment le suicide. C'est pas du tout un spoiler de le dire, c'est dès le début. Voilà. J'espère que malgré ça, je vous ai donné envie de le lire. Tenez ce livre, il va vous détruire mentalement, mais je vous jure qu'il est bien. Les lecteurs, on se comprend. J'ai aussi lu Le Parfum. Ça faisait longtemps que je voulais lire. Le Parfum de Patrick Suskind, je sais pas comment on prononce. Je vais retourner le livre parce que sinon je vais me faire démonétiser. J'ai d'abord vu l'exposition au musée du cinéma à Lyon, où il y a tout un étage qui reproduit les décors du film du Parfum. Et donc je me suis dit tiens, je verrai bien le film. Et quand j'ai vu du coup qu'il y avait un livre, je me suis dit je vais d'abord lire le livre et ensuite je verrai le film. Je n'ai pas encore vu le film, mais c'est prévu. Et le livre, eh bien je l'ai adoré. Je l'ai dévoré, c'était super. Je vais peut-être te lire le résumé quand même pour que tu saches de quoi je parle. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance furent épouvantables, et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Mais Grenouille n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements, et son âme n'avait besoin de rien. Or, ce monstre de grenouille avait un don, ou plutôt un nez unique au monde, et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le Dieu tout-puissant de l'univers, car qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes. C'est son histoire abominable et drôlatique qui nous est racontée dans Le Parfum, un best-seller mondial récemment porté à l'écran. Que le résumé annonce plutôt bien l'histoire. C'est un récit assez original et très très prenant. Vraiment, on rentre dans la lecture tout seul. J'ai beaucoup aimé ce livre, notamment parce qu'il est très centré sur les odeurs. Dès les premières pages, c'est prenant en fait. En lisant, on a l'impression d'être plongé dans l'univers du Paris du XVIIIe siècle, juste avec les odeurs. Alors au début c'est vraiment pas plaisant, mais parfois les odeurs sont aussi utilisées pour décrire de belles choses. Et petite anecdote, pendant les 2-3 semaines après avoir fini ce livre, j'avais tout le temps le nez en éveil, je sentais tout le temps. Donc c'est très marrant comme effet. J'ai trouvé les personnages, notamment les personnages secondaires, bien écrits, avec une histoire intéressante, même si elle se terminait souvent mal. Un très très bon roman, vraiment. La seule chose qui m'a gênée quand même, c'est que ça a été écrit par un homme dans les années 80. Donc les passages sur la glorification du corps des jeunes adolescentes et le rapport notamment à la virginité, etc., ça coince un peu, ça m'a gênée. Mais voilà, en essayant de passer outre, et ça concerne assez peu de pages, c'est vraiment génial, je le conseille à tout le monde. Je pense que c'est un livre qui peut plaire à tout le monde. Et maintenant j'ai hâte de voir le film pour avoir en tête les décors du musée du cinéma de Lyon. Je vais m'attarder un petit peu moins longtemps sur les prochains livres, même s'ils étaient très bien, comme celui-ci de Julie Otsuka. Certaines n'avaient jamais vu la mer. Je vais te lire le résumé. Nous voilà en Amérique, nous dirions-nous. Il n'y a pas à s'inquiéter, et nous aurions tort. Au début du XXe siècle, les Japonaises font route vers les États-Unis pour y épouser des hommes qu'elles n'ont vus qu'en photo. Les difficultés du voyage en bateau sont effacées par l'excitation de la nouvelle vie qui les attend. Mais une fois à San Francisco, les désillusions s'enchaînent. Avec force et poésie, les voix de ces femmes se mêlent pour raconter leur vie d'exilées. La nuit de noces, le travail éreintant, les enfants
lire ça. Je vais essayer de lire un extrait pour que tu aies une idée de comment c'est écrit. Sur le bateau, certaines d'entre nous venaient de Kyoto. Elles étaient blanches et délicates, car elles avaient passé leur vie dans des pièces sombres au fond des maisons. Certaines venaient de Nara. Elles priaient leurs ancêtres 3 fois par jour et juraient encore entendre sonner les cloches du temple. Certaines étaient filles de paysans de la région du Yamaguchi. Elles avaient les épaules larges, les poignets épais et ne s'étaient jamais couchées au-delà de 9 heures du soir. Certaines étaient issues d'un petit village de la montagne de Yamanashi et avaient découvert le chemin de fer il y a peu. Certaines venaient de Tokyo. Elles avaient tout vu, parlaient un japonais très beau et ne se mêlaient guère aux autres. Beaucoup étaient de Kagoshima et baragouinaient un rude patois du sud que celles de Tokyo venaient de ne pas comprendre. On les suit donc de leur départ du Japon dans le bateau où elles sont toutes présentes jusqu'à la fin de leur vie. Parmi toutes ces étapes citées dans le résumé, on les voit prendre des destins à la fois différents et à la fois souvent pas très joyeux. Donc une très bonne lecture, parfois un peu dure à lire à cause justement de l'utilisation du nous en continu, mais ça vaut la peine d'être lu. J'avais dit que je passais moins de temps, puis au final j'y arrive pas. J'ai enfin lu En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis, qui n'est pas du tout un livre tout récent, mais j'aime beaucoup la littérature autour des classes sociales, des transfuges de classe, etc. Je te lis le résumé rapidement. En vérité, l'insurrection contre mes parents, contre la pauvreté, contre ma classe sociale, son racisme, sa violence, ses habitudes, n'a été que seconde. Car avant de m'insurger contre le monde de mon enfance, c'est le monde de mon enfance qui s'est insurgé contre moi. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Ce livre est une tentative pour comprendre. Je pense que je le dirai à chaque fois, mais c'est un livre très dur à lire, qui est autobiographique du coup. Édouard Louis s'appelait Eddie Bellegueule. C'est son vrai nom et son vrai prénom. C'est un livre qui est un petit peu critiqué parce qu'il a quand même une vision assez violente et pas très glorieuse des classes sociales inférieures. Mais honnêtement, c'est une vision qui se comprend au vu de ce qu'Eddie Bellegueule, Édouard Louis a pu vivre. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai reconnu pas mal de situations, pas mal de dynamiques et même si c'est dur à lire, c'est toujours intéressant d'avoir ce type de témoignage. Et donc je vais continuer de lire tout ce qui est Édouard Louis, Didier, etc. pour continuer ma culture de ce côté-là. Elena Ferrante, La vie mensongère des adultes. Si tu regardais mes anciens faves, tu auras pu comprendre que j'aime beaucoup Elena Ferrante. Enfin, sa saga L'amie prodigieuse compte dans mes livres préférés, très clairement. Donc j'ai voulu lire La vie mensongère des adultes qui est sortie cette année, je crois, si je ne me trompe pas. Non, 2019 et non, 2022 pour cette édition. Je te lis le résumé. 2 ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que j'étais très laide. Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs, est une enfant choyée. Mais l'année de ses 12 ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant qu'inattendu, Giovanna cherche à en savoir plus sur cette femme. Sa quête l'amènera jusqu'au quartier pauvre de la ville de Naples, où l'adolescente voit peu à peu se craqueler le vernis du monde des adultes. C'est un livre qui parle du passage de l'enfance à l'adolescence, la perte de l'innocence, de la fin de l'idéalisation des adultes et notamment des parents. C'était un très bon livre, mais c'était le premier livre que j'ai lu après Martin Eden. Donc forcément ça l'a rendu un petit peu plus fade. Je l'ai bien aimé, j'en ai pas
Axel pourrait être heureux, mais fait le constat, à 46 ans, que rien ne ressemble jamais à ce qu'on avait espéré. Quand il reçoit un courrier suspect de l'assurance maladie, le désenchantement tourne à l'angoisse. Et s'il était temps pour lui de tout quitter, de vivre enfin dans une comédie musicale de Broadway? On retrouve souvent les mêmes thèmes, le fait de se moquer gentiment de l'archétype de la vie de trentenaire, classe moyenne, avec une vie très rangée, etc. Ici, l'histoire débute avec une lettre pour un dépistage du cancer colorectal qu'il a reçu à 46 ans, alors que normalement c'est à 50 ans. Et donc ça va devenir une obsession tout le long du livre. C'est très drôle, comme à chaque fois que j'ai lu ces livres, j'ai ri audiblement dans les cafés où je les lisais. Voilà, j'ai bien aimé, je n'ai pas été déçue. Je pense que mon préféré de Fabrice Caro reste quand même Figurec. Et le discours était vraiment pas mal aussi. Mais Broadway, j'ai beaucoup aimé. Passons de la littérature au consumérisme avec la catégorie vrac, donc mes objets préférés d'humour. Tout d'abord, regarde-moi cette pince toucan. Ah, elle est si mignonne. C'est une pince de la marque Coucou Suzette, une marque que j'adore.
envie aussi de jouer aux deux. C'est un roguelike, c'est comme ça qu'on appelle ce type de jeu. Je sais pas trop comment décrire, c'est un petit peu de la plateforme où il faut tuer des ennemis pour avancer. Il y a différentes salles, différents mondes. Et c'est un type de jeu assez dur, assez difficile, pas super accessible si tu n'as pas l'habitude de jouer. Moi-même n'étant pas non plus une pro gameuse, je suis pas encore arrivée super loin dans le jeu, mais ça m'amuse beaucoup. C'est un jeu assez addictif et chaque partie vaut le coup d'être jouée étant donné que tu peux acheter des améliorations à plein de choses pour globalement te rendre le jeu aussi plus simple à jouer. Et mine de rien, tes compétences s'améliorent, tu deviens plus fort pour esquiver, tuer des ennemis, avancer de monde en monde, de boss en boss. Et moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà. Dans un univers totalement différent, j'ai réinstallé les Sims 4. Un peu par dépit, je dois avouer. Parce que les Sims 3 ne fonctionnent plus sur les Mac depuis 2020 je crois. Ils ont sorti une nouvelle version pour nous permettre de jouer à nouveau, mais moi rien à faire, ça ne fonctionne pas. Le jeu crash toutes les 5 secondes, c'est injouable. Donc j'ai installé les Sims 4. J'ai aussi acheté 2 packs d'extensions. Parce que les Sims 4 sans pack d'extension, ça devient très vite un petit peu ennuyant. Ces 2 packs sont le pack saison, un de mes packs préférés, tous Sims confondus. Ça rend le jeu mignon et joli, avec des petites activités saisonnières. Et un nouveau pack qui n'existe pas dans les autres opus. Il s'agit de Vie à la campagne, Cottage Living en anglais, qui est adorable, il est trop mignon, que ce soit les vêtements, les objets, les maisons, la ville, le gameplay. C'est inspiré de la campagne anglaise, c'est trop beau, trop mignon. Les Sims vivent de manière rurale, avec souvent une ferme avec des animaux, il y a des poules, des vaches, des lamas, des lapins, des renards. Ils doivent même faire pousser leurs fruits et légumes, récolter les œufs et le lait, aller sur la place du village pour acheter les ingrédients manquants. Ils doivent faire leurs conserves quand les légumes ne sont pas de saison, rendre des petits services entre habitants. C'est très convivial, chaleureux, extrêmement mignon, vraiment. Les habits, très cottagecore en fait. Mine de rien, je préfère toujours les Sims 3 et ce n'est pas que par nostalgie. Je pense que c'est aussi la personnalisation, le monde ouvert, le charme de certaines interactions qui ont été un petit peu perdues dans les Sims 4, mais j'apprécie quand même y jouer. Ça n'a juste pas le même charme et je joue moins longtemps en général aux Sims 4 qu'aux Sims 3. Je m'ennuie un peu plus vite. Mais bon, les graphismes effectivement sont plus beaux et les packs d'extension sont quand même assez sympas. Maintenant j'attends les Sims 5 et je place beaucoup d'espoir dans les Sims 5. Et enfin, j'ai la boîte avec moi, mais c'est pas du tout un jeu nouveau. Je me suis remise à jouer à Mario Galaxy. Ça c'est le jeu d'Antoine, c'est le Mario 3D All Stars où il y a des anciens jeux. Donc Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy. Mario Galaxy auquel j'avais joué sur Wii. Je n'avais jamais fini le jeu, je sais pas pourquoi avec le recul. Et là je me suis replongée dedans, quel bonheur. C'est un jeu avec une ambiance et un univers extrêmement nostalgique,
chose à dire que ça, je le conseille. Et j'avais vu, mais alors il y a un petit moment maintenant, l'avant-première du film Les couleurs de l'incendie, réalisé par Clovis Cornillac. C'est l'adaptation d'un des 3 romans de la trilogie de Pierre Lemaitre. Étant donné que je n'ai pas lu le livre, je ne pourrais pas faire la comparaison et donc peut-être que les personnes qui l'auront lu auront un avis différent du mien, mais moi j'ai bien aimé le film. L'histoire globalement part de la mort d'un homme très haut placé dans la finance et donc sa fille va hériter de cet empire financier, mais son fils, le fils de la fille, se jette inexplicablement de la fenêtre. Il y aura plusieurs histoires parallèles, évidemment. Son entourage ne va pas forcément être très bienveillant avec cet héritage. Il va tenter de s'en accaparer, de tromper, d'induire en erreur cette femme qui a hérité d'une fortune colossale. Les acteurs étaient très bons, j'ai trouvé. L'histoire était captivante là aussi. J'ai trouvé que c'était un très bon film, mais une fois de plus, vu que j'ai pas d'éléments de comparaison avec le livre, je ne peux pas savoir si une adaptation est réussie. C'est tout pour ces faves, je suis un peu hors d'haleine. Je n'ai pas parlé de série parce que je n'en ai pas beaucoup regardé. J'ai regardé la saison 2 de la série sur Orelsan évidemment, qui était très très bien, et on avait commencé The Boys aussi. Mais ce sera pour une autre fois. J'espère que ces recommandations t'ont plu. N'hésite pas à écrire toi-même des recommandations dans les commentaires, j'adore les lire et parfois je pioche des choses dedans. Si tu es endormi et que tu n'as rien suivi, c'est pas grave, c'est également le but de cette vidéo. On se retrouve